Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour ma première vidéo, je vais vous faire une introduction sur une application qui s'appelle DISMGui, qui est disponible sur GitHub. Le concepteur de cette application, c'est Maxel79, de son pseudo. Si vous voulez ses coordonnées, vous avez la possibilité de regarder directement à l'écran ici. Sur la première ligne, vous avez un forum WordPress qui a été mis en place par le concepteur, qui s'appelle Maxel79. D'ailleurs, on le remercie parce que c'est une bonne base d'outils qui fonctionne très bien, hormis quelques issues qui ont été corrigées au fur et à mesure. Et au niveau du deuxième lien, vous avez l'application que je vous présente aujourd'hui, qui est une version modifiée avec de nouvelles fonctionnalités que j'ai volontairement intégrées dans son application. Donc ça n'engage que moi, bien sûr. Si il faudrait rajouter d'autres options, pourquoi pas, je suis ouvert à tout. Donc dans le menu Tools, vous avez Open DISM Log qui permet de vérifier le log DISM sans trop chercher dans l'arborescence des directories. Donc si je clique dessus, vous allez avoir directement un notepad qui va s'ouvrir sur le fichier DISM Log et ça permet de vérifier lorsqu'on a demandé des actions via DISM, de vérifier s'il y a des erreurs quelconques. D'accord? Ensuite, vous avez un deuxième sous-menu qui s'appelle Get Mounted WinInfo, qui permet d'afficher les images qui sont montées dans l'environnement Windows. Donc actuellement, j'en ai aucune sur mon poste de travail. Donc si je clique dessus, dans la console ici, donc ça c'est le résultat de la console, vous avez la ligne de commande que normalement j'aurais dû taper à la main si j'étais en mode console. Et en dessous, vous avez le résultat de la commande avec son code d'erreur de sortie éventuel. Là, ici, il n'y en a pas. Et vous pouvez constater qu'il n'y a aucune image de montée dans ma version de Windows actuelle. Il pourrait y en avoir plusieurs. Ensuite, vous avez une option ici pour nettoyer les images Vim avec une version analogue où on tient compte des actions qui ont été suspendues ou on voudrait revenir en arrière, par exemple. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir l'ADK qui serait préalablement monté, enfin installé dans Windows, dans l'environnement Windows. Et ensuite, vous avez About, qui est un About concernant l'application. Donc c'est à propos d'eux en français. Et vous avez ensuite la possibilité de changer la langue. Par exemple, basculer de anglais à français. Quand vous faites ça, automatiquement les boutons sont francisés ainsi que les onglets. Certaines informations ne vont pas changer, vont rester dans la langue originale. Pourquoi? Tout simplement parce que les arguments de DISM correspondent à ces valeurs. Donc je les laisse dans la langue maternelle, comme ça choque personne. Ensuite, là je rebascule en anglais. On a la barre qu'on peut naviguer dedans. Cette barre-là d'onglet permet de choisir des fonctionnalités. Donc la première, ça sert à la gestion du montage et des montages des images, en l'occurrence des images Vim. On pourrait choisir d'autres types de formats, comme le SD, comme le VHD, comme le VHDX et le FFU. Mais attention, certaines de ces images ne peuvent pas être montées en natif. Par exemple, le SD ne peut pas être monté en natif. Il faut passer par une conversion avant de monter l'image. Donc ça, j'expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Donc là, le premier onglet, c'est principalement monter et démonter une image. Ensuite, vous avez un deuxième onglet où on va s'occuper en fait de la gestion des pilotes. Dans l'onglet suivant,
C'est le même principe, sauf qu'on s'occupe de la gestion des packages. Donc les packages, ça peut être des programmes supplémentaires, des correctifs ou des choses comme ça, qui sont intégrés dans une image. Ensuite, on va s'intéresser à la gestion des fonctionnalités de Windows. Ensuite, on peut changer l'édition de Windows, c'est-à-dire par exemple basculer d'une version Home Edition vers une version Pro, en changeant le type de code produit. Ensuite, on a la possibilité d'injecter un fichier unattente.xml. Alors, normalement, ça concerne la section en fait du service offline. Donc, ça, on verra par la suite comment ça fonctionne. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter des applications dans les images, ainsi que des correctifs. Ensuite, on a la possibilité de capturer une image Vim. Ensuite, on a la possibilité d'appliquer une image Vim ou une image SWM. Alors, le SWM, c'est une image Vim splittée. Ça veut dire qu'elle a été découpée. Découpée, saucissonnée à une taille bien définie par l'utilisateur. Ensuite, on a la possibilité d'exporter une image. Donc, on pourrait parfaitement prendre une image de type ESD et la transformer en une image de type Vim. Ensuite, on a la possibilité de modifier le langage qu'on va utiliser au niveau de Windows. Ensuite, on a la possibilité d'exporter des drivers. Alors, l'exportation de drivers, on peut aussi bien l'utiliser en mode offline, c'est-à-dire en travaillant sur une image Vim, ou en mode online, c'est-à-dire en travaillant directement sur la version de Windows en cours d'utilisation. Ensuite, on a la possibilité de splitter une image. Ici, en l'occurrence, c'est une image Vim qu'on va splitter en SWM, suivant une taille bien définie. Alors attention, il y a quand même des restrictions suivant le type de support qu'on va utiliser pour le support de sortie. Par exemple, pour un DVD, on est limité à 4,7 Go. Pour une clé USB, on est limité à 4 Go en FAT32. D'accord? Ensuite, on a un onglet pour capturer une image au format FFU, c'est-à-dire, ils appellent ça un format firmware. C'est utilisé en fait pour tout ce qui est Windows Mobile ou du matériel embarqué, mais on peut parfaitement l'utiliser aussi sur un disque avec des plateaux ou un SSD. Attention, c'est important, il faut que la partition soit de type GPT, c'est-à-dire que nous sommes dans un environnement UEFI. Ensuite, on peut appliquer une image FFU sur un disque donné ou appliquer éventuellement une image de type SFU. Le S, c'est toujours pour le split, c'est-à-dire une image FFU découpée. Là, ici, on a une commande qui s'appelle Split FFU qui nous permet de splitter du FFU, mais attention, au jour d'aujourd'hui, cette commande, elle est buggée. Microsoft n'a pas corrigé le problème, du moins à ma connaissance. Donc, il faudra attendre les prochaines versions de l'ADK pour voir si le problème est résorbé. Ensuite, on a la possibilité de gérer les applications par défaut en fonction de l'extension des noms de fichiers. Un exemple, quand vous ouvrez un document .doc, si l'application Word est installée sur Windows, automatiquement, c'est celle-ci qui sera utilisée pour ouvrir le doc. Par contre, si vous n'avez pas l'application Word, il y a de fortes chances qu'il va l'ouvrir soit avec l'application Notepad ou soit l'application WordPad. Donc tout ça, cette liaison qui existe entre le nom de fichier, l'extension et l'application,
peut être exporté ou importé directement dans l'image de Windows. Ça permet de pré-paramétrer en fait la version de Windows. Ensuite, on peut ajouter des packages pour ajouter des nouvelles fonctionnalités à Windows. Ensuite, on peut vérifier les dépôts de Windows ou nettoyer éventuellement les dépôts s'ils sont trop gros par exemple ou s'ils sont corrompus. On peut analyser les composants du store, donc de Windows Store. Sur cet onglet, on a la possibilité de travailler sur la création d'un média qui peut être de type USB ou hard disk, donc en fait disque dur ou clé USB. Pour ça, il suffit de rafraîchir la liste des disques sur l'environnement existant. Là, par exemple, ici, j'ai 2 disques durs. On peut sélectionner un disque, par exemple ici le drive 0, et dire de le formater. Comme ça, il va prendre la structure qu'on aura choisie ici, éventuellement, sous la forme d'un disque au format MBR ou au format UEFI. Ou alors, si c'est une clé USB, on peut la préformater en FAT32 sur l'intégralité de la clé, en NTFS ou en mode mix, FAT32 et NTFS. Pour ça, on stipule les tailles, sachant qu'il y a toujours des limites. En FAT32, c'est 4 Go maximum. D'accord? Ensuite, on a la possibilité de créer un template WinPE, c'est-à-dire en fait un patron, si on veut parler comme ça, un patron générique de WinPE. C'est la fameuse commande qu'on utilise pour créer un WinPE. Alors, celui-ci peut être en AMD 64 pour un processeur x64 ou en x86 pour un processeur en 32 bits. On a la possibilité de créer un support bootable. Alors, ça peut être un support de type USB ou hard disk. D'accord? Ensuite, dans la partie customisation WinPE, on a la possibilité de choisir la langue. Alors bien sûr, au préalable, il faut monter une image de type WinPE et non pas une image d'une installation de Windows, par exemple, ou d'autres choses. Il faut vraiment monter une image WinPE. Ensuite, on a la capacité de détecter le type d'ADK qui est monté sur notre version de Windows en cliquant sur ce bouton-là. Donc là, par exemple, j'ai un ADK de type 2004, voire Windows 11, qui est dans le chemin par défaut qui est défini ici. Ensuite, on a la possibilité de changer la langue du WinPE, à condition d'avoir chargé le module de langue adéquat. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter des packages complémentaires dans le WinPE. Donc ça peut être du PowerShell, ça peut être du scripting, ça peut être des utilitaires pour gérer des bases de données, ça peut être du HTA, ça peut être du WMI, du storage WMI ou du .NET Frameworks 4.0. Alors j'insiste bien, c'est du .NET Frameworks 4.0. Ça veut dire que la version du .NET dans le WinPE est limitée. Et encore, on n'a pas toutes les fonctionnalités du .NET standard. Donc attention, il faut bien se méfier de ça. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter un script WinPE dans le startnet.cmd qui permet de détecter le type de BIOS qu'on utilise. Ça peut être un BIOS de type MBR, ça peut être aussi un BIOS de type UEFI. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une commande de gestion des performances de la machine. Donc ici, en l'occurrence, il n'y en a qu'une, c'est celle qui est utilisée pour avoir un maximum de performance. Alors ça, c'est utile lorsqu'on déploie une image sur un portable, par exemple, sachant que par défaut, il est en mode balancé. Ça veut dire que vous perdez des performances parce que votre portable ne fonctionne pas à vitesse maximale. Mais avec cette commande-là, ça va forcer dans le WinPE des performances au taquet. Ensuite,
Vous avez un onglet pour faire du débloating, c'est-à-dire nettoyer les applications qui sont jugées par l'utilisateur qui ne sont pas nécessaires. Donc on clique sur générer les appx package list pour la version actuelle de Windows. Et là, vous voyez, on a toute la liste. Et si par exemple, je voudrais retirer par exemple Microsoft 3D Builder parce que je ne l'utilise pas, je le bascule de package installé vers remove package et je fais débloating online. Alors attention, on parle bien de débloating online. Je n'ai pas parlé de débloating offline. On pourrait, hein. Pour l'instant, ce n'est pas encore implémenté. Ensuite, le dernier onglet sert à faire un backup de Windows APPS, c'est-à-dire ce dossier ici sera dupliqué. Attention, vous n'aurez pas forcément l'accès en tant que simple utilisateur et encore moins en administrateur pur. Pourquoi? Parce que ce dossier-là est hautement protégé par Windows. C'est pour ça qu'on utilise un utilitaire comme PS Tool Suite de Microsoft SysInternal pour pouvoir y accéder en tant que compte système. Pareil, on pourra faire le backup des ACL pour garder une copie des ACL qui sont fixés sur les Windows APPS. Ensuite, pour ceux qui auraient modifié leur dépôt et qui auraient des dysfonctionnements au niveau des applications UWP, comme par exemple Xbox, Windows Store ou des choses comme ça. Donc en fait, les symptômes, c'est quand vous cliquez sur Windows Store, vous voyez qu'il s'active, mais automatiquement, il se coupe. Ça voudrait dire que vous avez des ACL positionnés qui sont incorrects. Et dans ces cas-là, il faut les fixer. Ce bouton-là sert à fixer ce problème. Donc voilà, ça c'est la fin de l'introduction de DISMGUI. Maintenant, par la suite, on va rentrer dans le détail de comment ça marche. Merci à vous, à plus tard. Au revoir.